Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de m'avoir invité à cette journée de la douleur, dans le sens où voilà, j'ai une pratique soignante un petit peu différente de mes autres collègues, puisque je suis socio-esthéticienne à l'unité mobile de soins palliatifs douleurs chroniques de l'hôpital Tenon. Depuis 21 ans, voilà, j'exerce ce métier. Alors, hop. Donc, je suis formée à la socio-esthétique, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, c'est une nouveauté, ce métier de socio-esthéticienne. Pour d'autres, voilà, vous connaissez déjà, puisque il y a des socio-esthéticiennes en cancérologie, puisqu'on a commencé à faire partie du plan cancer 2003 avec les soins de support, et la socio-esthétique est arrivée donc, à ce moment-là dans les hôpitaux. Donc bien sûr, depuis 21 ans, je suis dans cette équipe de soins palliatifs douleurs chroniques, donc voilà, c'était pas hier. Et du coup, au fur et à mesure du temps de ma pratique de soignante, en fait, je me suis formée à plusieurs techniques, donc formée à l'ETP, hein, à l'aromathérapie clinique et à la phytothérapie, et en future formation à la gestion de la méditation, là, à partir de novembre 2020. Alors, d'abord, ce qui intéresse aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est plutôt pour vous parler du métier de socio-esthéticienne. C'est un métier qui travaille sur la problématique existentielle de la personne au moment T où je la prends, souvent due au cancer ou due à la douleur. C'est vrai qu'on peut travailler en socio-esthétique, soit dans le milieu curatif et aussi dans le palliatif. Donc, on a ces deux possibilités. Alors, je voulais juste vous retracer un petit peu l'historique de la socio-esthétique. Donc, ça a vu le jour dans les années 60. C'est arrivé dans les services de psychiatrie à Londres. Et puis après, voilà, aussi en psychiatrie en 1962 à San Francisco. Et puis, c'est arrivé en France donc en 1964, aussi en psychiatrie, hein, par le biais de la psychiatrie, avec Madame Jenny Lascar, qui était une esthéticienne de ville et qui avait une amie hospitalisée en psychiatrie. Et quand elle venait la voir, elle lui faisait des soins esthétiques. Et du coup, en fait, elles s'en sont aperçues que son état psychologique s'améliorait. Donc, il y a eu une première école par Madame Renée Rouzière qui a été créée, de socio-esthéticienne, puisqu'il faut savoir que pour être socio-esthéticienne, il faut d'abord être diplômée en esthétique, puis avoir une formation complémentaire. Donc cette dame, en 1976, elle a créé sa première école en socio-esthétique qui s'appelle le CODES, des cours d'esthétique à but humanitaire et social. Nous, on s'est rassemblés en Île-de-France parce que après, voilà, ça a fait, on va dire, des petites socio-esthéticiennes dans les services. Et en 2004, on a créé l'association, aujourd'hui qui est internationale des socio-esthéticiennes, dont je suis la présidente. Et en 2011, j'ai créé avec ma collègue qui travaille en gériatrie, Isabelle Medevielle, un DU à la faculté Sorbonne Université, le DU de socio-esthétique. Ça permet à des personnes aides-soignantes, infirmières, qui ont envie d'une reconversion professionnelle, de pouvoir se former, en passant bien sûr par la case esthétique dans un premier temps, de pouvoir accéder à cette deuxième année de formation qui nous permet de travailler vraiment au cœur de la problématique, alors qu'elle soit médicale. Là, on va parler de la maladie, donc du secteur médical, mais nous pouvons aussi travailler dans le secteur social ou carcéral. Alors, que faisons-nous, nous les socio-esthéticiennes? On a une approche et un accompagnement physique de la personne, dont le soin esthétique sont un support de travail. C'est moi qui provoque... Pourtant, j'ai l'impression d'être calme.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, bien sûr, on va faire des soins comme une esthéticienne, mais du coup, qui vont être adaptés à la pathologie et à la possibilité du moment. Hein. On sait très bien que la personne qui est hospitalisée, elle n'aura pas peut-être la possibilité physique et psychique de faire un soin du visage de 1 heure. Donc voilà, nous, on s'adapte vraiment à la disponibilité de chacun. Bien sûr qu'on va faire du massage. Alors, s'il y a des kinés, excusez-moi du terme, on va faire du modelage, voilà, au niveau du corps. On va conseiller, hein, puisqu'on sait très bien que les effets des traitements, en tout cas de chimiothérapie, de radiothérapie, sont très délétères pour le corps et la peau. Et du coup, on va servir un peu comme ça de conseil pour utiliser les produits dermocosmétiques. Pourquoi le dermocosmétique? Parce qu'on s'est aperçu quand même que c'était mieux d'utiliser de la dermocosmétique quand on est dans la maladie, dans la souffrance, que d'utiliser du maquillage ou des produits de soins de parfumerie, parce qu'il y a beaucoup de parfums justement dans ces produits de parfumerie. Et avec les traitements, avec ce qu'ils vivent au niveau de, voilà, de la peau, voilà, on pourrait, je dirais, provoquer voilà comme ça des allergies et c'est pas le but, hein. Donc on va plutôt dans la dermocosmétique et on a beaucoup de laboratoires voilà qui nous suivent. On n'est pas sponsorisé voilà, mais on a des laboratoires aujourd'hui hein, qui travaillent sur le produit et du coup qui correspondent tout à fait à nos attentes en tant que socio-esthéticienne pour travailler et bien sûr aux attentes des patients et des patientes. On va travailler bien sûr sur l'importance des ressentis et la notion de désir et de plaisir, hein, ce qui stimule le processus de vie. La notion de désir et de plaisir quand on est malade et quand on est en institution hospitalière, c'est compliqué. Eh bien, nous, socio-esthéticiennes, voilà, on va essayer en tout cas de restaurer ça dans l'hospitalisation ou en tout cas dans nos prises en charge qui peuvent être plus ou moins longues. Ah, j'ai tout éteint. Voilà. Alors voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les champs d'application où on peut travailler, donc ce sont le médical, le social, le carcéral. On a vraiment cette formation qui nous permet de rentrer voilà, dans ces structures. Hein. Moi, j'ai des collègues qui sont socio-esthéticiennes spécialisées en carcéral. Voilà. C'est des choix qu'on fait, mais je pense que comme une infirmière voilà, peut travailler ou un éducateur peut travailler dans différentes structures, nous aussi on a cette possibilité-là. Alors, bien sûr, on travaille dans d'autres champs d'application qui sont l'entreprise, les associations, hein, les centres de formation, voilà, les organismes publics. Nous sommes quelquefois salariés. Voilà, moi, je suis salariée de l'hôpital Tenon, mais beaucoup sont en profession libérale. Alors, la méthodologie de nos travail, on va travailler en interpluridisciplinarité avec d'autres professionnels, puisque voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Si on venait comme ça, comme un cheveu sur la soupe, avec voilà nos mallettes et nos pinceaux, s'occuper du patient. Alors bien sûr qu'il y aurait un intérêt pour le patient qu'on s'occupe de lui et qu'on ait un temps important de soins. Mais en même temps, c'est bien de travailler aussi en équipe avec voilà les médecins, les infirmières, les psychologues, les kinés, voilà toute profession médicale ou paramédicale, qui nous permet voilà de travailler dans la globalité de la personne pour ce qui se passe au moment T. Donc, la socio-esthétique à l'hôpital, c'est quoi? Pour certains patients, le déclin du corps, de l'apparence et de la dépendance physique sont vécus avec un sentiment de honte et d'humiliation. Et Sartre écrit « La honte est honte de soi. Elle est reconnaissance de ce que je suis, cet objet qu'autrui regarde et juge. » Et vraiment, quand on est en un état de vulnérabilité qui est la maladie, la douleur, la souffrance, on est vraiment dans de ce jugement, voilà, qui je suis devenue, je ne me reconnais plus dans le miroir, j'ai honte de montrer mon corps et mon physique à autrui et jusqu'à mon mari, ma famille, mes enfants. Et donc, voilà, nous, les socio-esthéticiennes, on peut intervenir hein, à ce moment-là puisqu'on va essayer de remobiliser voilà, cette image corporelle dans la positivité. On constate donc chez la personne malade une dépréciation hein, de son image corporelle, due bien sûr à la maladie elle-même, mais aussi au vécu douloureux. Hein, on sait comme la douleur s'inscrit, voilà, vous avez eu
une intervenante tout à l'heure qui a très justement parlé de ça, ainsi qu'un cortège de traitements. On sait que la chimio, la radiothérapie, les chirurgies et les effets secondaires de tous ces traitements, ils induisent une altération de cette image. Le patient subit alors une blessure narcissique importante qui peut engendrer sur un plan physique d'importants préjudices d'ordre identitaire. Qui je suis. Mais je ne suis plus sa femme, je ne suis plus la maman, je suis devenue une chose que je ne reconnais pas dans le miroir. Mais madame, ça ne sert à rien que vous veniez me voir regarder ce que je suis devenue. Et souvent, ça m'est arrivé dans ma carrière, on m'a sorti une photo, on me dit, est-ce que je peux redevenir celle-là ou celui-là? Voilà. Donc c'est tout ce travail qui va nous animer en tant que socio-esthéticienne. Alors bien sûr, les objectifs des soins socio-esthétiques se situent donc sur un plan physique, bien sûr, avec la volonté de restaurer, si possible, cette image altérée par la maladie, la douleur, voilà, le handicap, mais aussi, d'autre part, sur le plan psychologique. Alors attention, on n'est pas des psychologues, on fait bien la différence. Voilà, très justement, moi, je suis sur l'unité de soins palliatifs et de la douleur. En face de moi, il y a le bureau de la psychologue. Et quelquefois, voilà, quand il y a trop de choses à dire et que je ne peux pas contenir ces dires, j'envoie sur la psychologue. Je ne peux pas être tout pour la personne et je sais limiter en tout cas mes compétences et ma prise en charge. Donc c'est redonner un peu de cet amour de soi qui passe par l'apparence qu'on s'offre à soi, même, mais aussi aux autres. On est, je dirais aussi aujourd'hui, dans une société de l'apparence, on ne va pas se le nier. Et en fait, il faut être beau, grand, fort, voilà. Et quand on est dans cette maladie, dans ces états de vulnérabilité, voilà, c'est d'autant plus douloureux et difficile. Bien sûr, on est là aussi pour apaiser le mental et toute souffrance, qui serait d'un instant une parenthèse, une bulle, voilà, de douceur. C'est-à-dire que nous, on va venir ponctuellement dans la chambre, dans l'espace, ils vont venir aussi dans l'espace que j'ai une petite pièce de 15 mètres carrés avec de la lumière voilà, du jour. Et du coup aussi, c'est pouvoir les mettre dans un autre contexte, dans une autre ambiance à l'hôpital. Donc ce bien-être retrouvé ou trouvé, parce que quelquefois, voilà, il n'a jamais émergé, ce bien-être. Voilà, c'est un moment agréable, c'est une pause reposante dans l'institution hospitalière. Et je dirais même que ça peut être un choix. On a le droit de dire oui ou de dire non. Mes collègues pro-esthéticiennes, vous avez la possibilité de rencontrer la psychologue. Alors souvent, ils disent c'est quoi une socio-esthéticienne? Voilà, elles expliquent. Oh bah pourquoi pas? Donc du coup, voilà, j'y vais, je leur donne des rendez-vous. Voilà, ils sont vraiment acteurs de cette prise en charge. Et ils peuvent, à un moment où j'arrive dans la chambre, c'est dommage pour moi, me dire non, aujourd'hui je ne peux pas, aujourd'hui j'ai pas envie. Voilà. Et ça, c'est cette possibilité qui est importante dans ce monde hospitalier. Alors, les soins qu'on peut proposer en tant que socio-esthéticienne sont des soins, bien sûr, du visage. Vous savez que, en fait, tout ce qui est traitement peut avoir une altération voilà, physique au niveau de, déjà de la déshydratation, un visage complètement déshydraté parce que voilà, les médicaments ont eu cette incidence. Nous, on va pouvoir donc faire un soin qui va pouvoir hydrater la peau, mais en même temps qui va pouvoir détendre la personne. Vraiment, l'intérêt, c'est aussi la détente, le bien-être. Voilà. Bien sûr qu'on va faire des manicures et des poses de vernis. On sait qu'il y a des effets très délétères des chimiothérapies et qu'on est obligé de travailler voilà, au niveau ongual. On va faire des beautés des pieds. Nous ne sommes ni des podologues ni des pédicures, mais on fait des beautés des pieds. Et c'est important parce que sur les traitements qu'il y a pu y avoir, voilà, il y a des douleurs de pieds importantes avec ces syndromes main-pied, que vous connaissez sûrement. Et du coup, on est d'un grand régulier. Souvent, les chimios, elles donnent voilà, une perte des cheveux. Donc, on va donner des conseils et on va orienter, parce que nous, on ne vend rien. Pour les femmes qui ont besoin de prothèses mammaires, c'est bien d'avoir quelqu'un dans l'hôpital qui vient voir la personne et qui vous dit, bah voilà, quand vous allez sortir, on va
vous offrir une petite trousse, vous allez avoir une prothèse de première intention, et puis voilà, après ce qui existe que vous pouvez aller chercher dans les magasins ou les pharmacies spécialisées. Bien sûr, nous allons travailler sur le maquillage, ce n'est pas ce qu'on fait le plus, le maquillage correcteur quand il y a vraiment des gros problèmes de peau, le modelage du corps et les soins du corps. Voilà, pour ce qui est de ma pratique en tant que socio-esthéticienne.